Madame, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ici dans l'amphithéâtre de l'IH2EF pour ce dernier numéro de l'année de notre émission Au Périscope, aujourd'hui consacré à l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire. Alors plusieurs questions vont être abordées au cours de l'heure qui va venir. Quels usages, quels droits, quelles obligations concernant les réseaux sociaux, quelles précautions également concernant la sphère privée et la sphère professionnelle. Nous avons discuté avec nos experts du jour. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur Twitter avec le hashtag Au Périscope. Donc au propos de nos intervenants que je vais présenter dès à présent. À ma gauche, dans un premier temps, Pierre Van de Weck, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À votre gauche, Frédéric Restagno, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Raphaël Mata-Duvignon, un visage bien connu des habitués de l'émission, puisque vous animez habituellement la capsule juriste. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Et à votre gauche, Michel-Jean Labrousse, vous êtes donc principal de collège dans l'académie de Reims. Bonjour également. Bonjour à vous. Et nous avons également un intervenant à distance pour terminer le tour de table. Yann Biziou, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université Montpellier 3. Est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour, oui, très bien, merci. Bon, très bien. Nous allons pouvoir débattre tous les 6 de ce sujet des réseaux sociaux utilisés par les cadres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire. On va peut-être d'abord préciser le contexte avec vous, Pierre Van de Weck. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment prépondérant au sein de l'éducation nationale. Alors, au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, effectivement, c'est une vraie question. Alors évidemment, le premier enjeu, c'est de savoir de quel réseau social nous parlons, puisqu'il en existe une grande diversité. Donc peut-être il viendra aux uns et aux autres d'expliquer un petit peu sur quel type d'outils on peut communiquer. L'enjeu, c'est évidemment peut-être aussi d'encourager une partie des cadres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, qu'ils occupent des postes en centrale ou en service déconcentré, de les inviter, entre autres, à rejoindre les réseaux sociaux. La question, évidemment, c'est quel usage en faire. C'est le fond de notre discussion du jour, hein. L'un des points importants, c'est effectivement le partage entre vie publique et vie privée. Est-ce qu'il doit y avoir une part d'intime ou une part de vie personnelle ? La question de l'anonymat aussi est un sujet important. Et pour, on va dire, quand on occupe des fonctions dans les institutions telles qu'on peut les avoir nous les uns et les autres ici, elles sont diverses. Suivant le ministère dont on dépend aussi, il y a un enjeu. Quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, le statut vous permet une certaine liberté que vous n'avez pas forcément lorsque vous relevez de l'éducation nationale. Donc ce sont des points assez importants sur lesquels il faut qu'on discute. À titre très personnel, hein, je suis un utilisateur de réseaux sociaux. J'utilise entre autres Twitter de très longue date, avec deux vies, celle d'avant qui était celle de l'enseignement supérieur, avec une certaine liberté d'expression. Et aujourd'hui, peut-être avec un petit peu plus de réserve, peut-être avec une vision un petit peu aussi de loyauté par rapport à l'institution, un usage différent. Pour autant, l'enjeu n'est pas uniquement de communiquer sur les politiques qui sont portées par nos institutions, mais aussi sur l'expliquer, ce que l'on fait, peut parfois intervenir aussi sur des débats qui peuvent émettre au sein des réseaux sociaux, de manière à, on va dire, apaiser un petit peu les discussions par rapport à des informations qui seraient diffusées à tort et de pouvoir un peu corriger le tir. Et puis parfois d'amener quelques aspects, on va dire, un petit peu plus professionnels, experts sur certains sujets, de manière à éclairer un petit peu le public, puisque c'est aussi le rôle des services publics d'apporter aux citoyens qui suivent ces réseaux sociaux de pouvoir un petit peu bénéficier d'informations. Et puis derrière, il y a un autre aspect, on en parlera également, d'utilité des réseaux sociaux, qui n'est pas uniquement un outil descendant de communication, mais aussi de partage d'informations, et d'être là aussi pour capter de l'information soi-même, parfois d'en avoir un bénéfice pour ses propres missions, son propre travail. Donc voilà l'essentiel un petit peu des choses que l'on peut discuter aujourd'hui. Alors justement, on va en débattre. Frédéric Restagno, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Aujourd'hui, pourquoi utiliser les réseaux sociaux ? Alors je ne peux pas répondre sur la généralité des utilisateurs potentiels. Je peux dire pourquoi moi je l'utilise. Moi je pense que c'est un excellent outil de veille de ce qui se passe dans la communauté enseignement supérieur et recherche qui est ma communauté de base. Ça permet aussi d'avoir de la veille sur des communautés un peu connexes, par exemple l'éducation nationale, se tenir au courant des politiques publiques d'éducation.
Ça, c'est un outil. Et puis, c'est un outil pour moi de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire utiliser cet outil-là pour faire de la physique, montrer que la physique est partout. Bon, c'est un peu mon dada, et je crois que c'est assez important d'être, quand on veut mettre de la science partout, de la mettre aussi sur les réseaux sociaux. Alors, quel réseau on utilise? Monsieur a cité Twitter. Peut-être en avez-vous d'autres de prédilection? Et surtout, quel réseau, pour quelle cible ou quel sujet? Alors, moi, j'utilise essentiellement Twitter et LinkedIn pour des raisons professionnelles. Après, évidemment, comme beaucoup de gens, je vais utiliser Facebook pour des raisons personnelles, familiales, Instagram aussi pour des raisons personnelles. Et je dirais que le point commun qu'ont ces deux réseaux que j'utilise, LinkedIn et Twitter, c'est qu'on s'adresse à un public adulte. C'est pas le bon outil pour s'adresser aux étudiants, certainement. C'est encore moins l'outil pour s'adresser aux élèves. Et donc, je m'adresse là à un public plutôt éduqué qui vient chercher de l'information professionnelle sur LinkedIn ou de l'information générale sur Twitter, puisque originalement, c'était d'abord un outil pour les journalistes, quoi. Les journalistes s'exprimaient là et les gens reprenaient les informations. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir ce média-là dans lequel, moi, je pense pouvoir apporter ma petite touche qui est parler de physique et d'enseignement supérieur. C'est ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est on n'est pas uniquement sur le descendant, on est vraiment sur le partage. Vous allez puiser de l'information sur ce qui vous intéresse et vos abonnés, si je puis dire, peuvent venir puiser ce qu'ils veulent aussi dans vos contenus. C'est social. Donc, à partir du moment où c'est social, c'est vraiment de la communication dans laquelle on crée des liens, on partage des pratiques, on partage des informations, on partage beaucoup de choses finalement. Je peux donner deux exemples de choses. On peut vraiment partager quelque chose d'aussi banal qu'un article scientifique. Voilà, les bibliothèques universitaires sont pas toutes abonnées aux mêmes journaux scientifiques, par exemple. Et régulièrement, on voit des collègues dire « Excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un aurait accès à cette source-là » Et donc là, le partage se fait. On peut partager des avis techniques, par exemple. Je cherche à acheter tel microscope à 200 000 euros, est-ce que quelqu'un peut me faire un retour d'expérience sur ce microscope-là ou ce microscope-là? J'ai un cours à écrire sur cette thématique-là, dont je suis spécialiste que d'une partie. Est-ce que vous auriez des livres ou des articles à me conseiller? Donc vraiment, c'est pas juste faire un cours Twitter, c'est aussi se nourrir des autres, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, ça ressemble un peu, dans ce que vous dites, aux forums qu'on a pu connaître, par exemple, dans les années 90 et 2000. Je crois que c'est effectivement ça, c'est-à-dire que j'ai, dans le passé, été dans les forums. Ces forums, ça ne se fait plus. Là, c'est quelque chose de plus direct, plus quotidien, plus rapide aussi, je dirais. Peut-être moins écrit, parce que le format de 240 signes est limité. Pour ce qui est de Twitter, ce qui pose la vraie question de comment on fait quand on a un message un peu plus complexe à délivrer. C'est tout un enjeu aussi de savoir comment on peut essayer de développer une pensée un peu plus complexe que 240 signes sur l'outil Twitter. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment... c'est une place publique, avec tout ce que ça peut poser comme problème qu'on discutera. Je veux dire, on ne dit pas tout sur la place publique, mais tout le monde est sur la place publique potentiellement, et donc on peut s'adresser à tous, et ça, c'est vraiment intéressant. Et alors justement, sur cette place publique, comment fait-on pour être visible des autres? Ça, je crois qu'une première chose pour être visible des autres, c'est poster des informations originelles. C'est-à-dire, si la seule communication que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est reposter des choses que produisent les autres, des institutions, des journaux, etc., votre visibilité restera extrêmement limitée. Si vous êtes vous-même une source d'information, si vous-même vous apportez quelque chose à la communauté, alors les gens vont venir vous voir parce que vous serez une personne de ressource. Donc ça, je pense que c'est important. Enfin, si on a comme objectif d'utiliser l'outil, les réseaux sociaux comme outil de communication, alors la question de l'audience se pose, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas nous être totalement étrangère. On doit se poser la question de si je veux dire quelque chose, je peux le dire chez moi, dans mon placard, mais si je vais sur Twitter, c'est que j'espère avoir des gens. Donc voilà, il faut créer quelque chose qui peut intéresser les gens. Alors, je rebondis déjà un peu à ce que Pierre Van de Weg a dit sur la question de l'intime et du privé.
Moi, une chose qui m'intéresse, c'est de faire de la vulgarisation scientifique, à la fois de physique générale, mais aussi de faire partager le quotidien d'un chercheur à des gens qui en ont pas forcément une représentation concrète. Et à partir de là, je vais mettre des choses qui relèvent de ma vie privée, alors pas très intime, mais dire que j'ai un fils, dire qu'il est à l'école, dire un certain nombre de mes loisirs, etc. Des choses que je peux vous dire là, par exemple, sans qu'on soit particulièrement intime. Mais je pense que ce partage-là d'une partie du privé, ça permet de désacraliser la position du chercheur, dont on peut avoir peur. Et moi, une des choses que j'espère, c'est que à l'issue, quand les gens commencent à me suivre un petit peu, au bout d'un moment, ils se disent « Ah, mais ces gens-là sont pas si différents de nous ». Et je pense que cette idée que les chercheurs soient assez proches de Monsieur Tout-le-Monde dans bien des aspects, ça peut aider à rendre la science moins effrayante. Alors, avant de passer la parole à vos voisins, je voulais vous interroger sur la manière dont on s'exprime. Vous y avez partiellement répondu, mais de ce que j'écoute, de ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est un peu propre à chacun. Oui, je crois que ce qui est intéressant justement, c'est que chacun d'entre nous essaye de développer une parole qui lui est propre, une manière de s'exprimer qui lui est propre. Et c'est pour ça qu'on va suivre tel ou tel individu. Certains seront très engagés politiquement, d'autres seront très engagés professionnellement, d'autres seront plus neutres. Ce qu'il faut, c'est quand même essayer de se garder une ligne éditoriale. Elle peut être assez floue, dans mon cas, plus marquée dans d'autres cas, mais quand même essayer de réfléchir à pourquoi on dit les choses, et comme on est tous différents, on est tous là parce qu'on a des messages différents à porter, on va le dire avec des mots qui sont un peu différents. Mais ce qui est important, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois que ce qui va porter, c'est si on le dit de manière sincère. Et en particulier pour des cadres de l'éducation nationale, ou même des chercheurs, si on se contente d'avoir une parole qui est une parole purement institutionnelle, qui est la parole qu'on aurait dans une réunion de salle des professeurs, par exemple, ou une réunion parents-professeurs, alors le risque que cette parole ne diffuse pas beaucoup est assez fort. Il faut quand même mettre sa patte dans son expression. Alors, avant d'ouvrir le débat sur les atouts des réseaux sociaux et les risques qui y sont liés, je vous propose de poursuivre quand même notre tour de table pour voir un peu quel réseau vous utilisez, messieurs, et quel sujet vous partagez sur ces réseaux sociaux. On va commencer avec vous, Raphaël Matta-Duvigneau. On a évoqué Twitter, LinkedIn. Y en a-t-il d'autres de votre côté ? Alors, moi, j'ai l'impression de souffrir un peu du syndrome de l'imposteur dans cette réunion, puisque j'ai une utilisation très, très modérée des réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn et Twitter depuis un an et demi à peine. Et mon contenu est très, très, très peu intéressant en réalité. Je ne fais que je partage les informations relatives à la vie de l'université, des masters que je dirige. Je délivre peu d'informations me concernant. Sur mes loisirs ou autres, et pour le moment, je ne fais que de la circulation d'informations universitaires, recherche scientifique, autres. Voilà. Donc, je ne suis pas forcément un bon exemple. Peut-être que, à écouter mes collègues, je me dis que peut-être je vais développer un axe un peu scientifique pour vulgariser un peu le droit, ou en tout cas pour rentrer dans le débat. Pour l'instant, ce n'est pas ma pratique, mais on peut toujours évoluer. Voilà. Michel-Jean Labrousse, avant de passer la parole à Yann Biziou. Oui, alors à titre personnel, je me définirais comme un utilisateur assez assidu des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. En termes d'organisation, Facebook et Instagram plutôt pour la vie personnelle, sur des comptes privés, et à titre professionnel, plutôt LinkedIn et Twitter, un peu comme mes collègues du jour. Le réseau social qui me donne le plus de satisfaction dans le domaine professionnel, c'est vraiment Twitter. J'ai ouvert un compte Twitter il y a 5, 6, 7 ans, je n'ai même pas souvenir. L'idée de départ, c'était de partager des informations ordinaires, le quotidien de la vie d'un établissement, d'un collège en l'occurrence. Très vite, j'ai vu les limites de cette ligne éditoriale, et je suis passé assez rapidement sur l'aspect forum, que vous avez évoqué tous les trois. Je trouve que Twitter, quand on l'utilise bien, quand on est dans le
partage d'expériences, quand on est dans le partage d'expérimentation, quand on argumente, quand on propose des choses originales, c'est vraiment une plateforme d'échange professionnel qui est très riche. Alors cet avis est sans doute pas partagé par l'ensemble de mes collègues. Mais moi, je fais beaucoup de rencontres professionnelles sur Twitter à partir d'une publication sur un sujet innovant. Il m'arrive aussi de publier sur des événements locaux pour mettre en valeur finalement le territoire dans lequel je travaille. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'on abordera par la suite, mais je m'autorise sans doute moins de liberté en tant que représentant de l'État sur le territoire, chef d'établissement, que mes collègues de l'enseignement supérieur. On abordera ce sujet de la posture, justement. Et pour terminer un peu cette partie introductive sur le contexte, alors même si on a débordé déjà un petit peu sur les témoignages, Yann Bizou, vous qui êtes à distance avec nous, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université de Montpellier 3. Quel est le regard de la recherche, justement, sur ce sujet des réseaux sociaux ? Alors, déjà, ce qu'on voit très clairement là, dans les interventions des uns et des autres, c'est professionnellement, on parle tous de Twitter. Alors, moi, j'ai commencé, Frédéric Restagno évoquait les forums, commencé sur les forums, Second Life, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que ça existait, etc. Puis Facebook, tout ce que vous voulez. Puis un jour, j'ai découvert Twitter. Peut-être juste vous donner l'anecdote, pourquoi je suis sur Twitter. Ça faisait 3 semaines que ma présidente d'université, j'étais vice-président de l'université, ça faisait 3 semaines que ma présidente essayait désespérément de joindre une députée. Elle écrivait au secrétariat, elle écrivait à l'Assemblée nationale, impossible de la joindre pendant 3 semaines. Et elle se plaint, je lui dis, mais attends, on va essayer, je prends mon téléphone, je cherche la députée sur Twitter, je lui fais un petit DM, comme on dit, un message privé. Et vraiment, 2 minutes après, j'ai une réponse. Je suis en séance en ce moment. Rendez-vous mardi à telle heure. Et ça y est, la présidente avait son rendez-vous. Et ce que disait Frédéric tout à l'heure, d'un point de vue professionnel, Twitter, c'est d'abord un moyen d'échange, un moyen de contact et un moyen de pouvoir entrer en relation avec tous qu'en tant qu'institution, tous les acteurs avec qui on a besoin d'interagir, les journalistes, les politiques, et ça, c'est la force de ce réseau. Hein. LinkedIn, moi, je m'en suis retiré parce que c'est assez épuisant. Alors, je suis sur des sujets, moi, très polémiques, et j'ai un ton très polémique. Donc, en plus, je me retrouvais avec des demandes de consultation à longueur de journée, et j'aurais fait plus que ça. Et c'est peut-être une chose que vous n'avez pas mentionnée, et j'en terminerai avec ça. C'est que par contre, il faut être clair, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est très long. Donc, quand on veut porter une parole institutionnelle, il faut bien réfléchir à qui on veut s'adresser. Les jeunes, c'est TikTok, c'est Facebook. Les journalistes, les institutions, les décideurs, c'est Twitter, mastodonte, très très marginalement maintenant. Et LinkedIn, c'est beaucoup plus statique, c'est beaucoup moins dynamique comme communication que ne peut l'être Twitter. Voilà. Yann Bizou, vous évoquez justement la question du temps. Dans votre propos, ce que je retiens, c'est est-ce qu'il ne faut pas cibler justement un seul réseau social et bien se concentrer dessus ? Si, et avec une deuxième cible, Frédéric et Pierre l'ont très bien dit tout à l'heure. Il y a 3, enfin moi je dis toujours, il y a 3 règles à respecter. La première règle, il faut une ligne éditoriale. C'est-à-dire que, et Frédéric, tu l'as très bien dit, il faut apporter quelque chose. Donc, il faut choisir de quoi on va parler. Vous allez parler de votre projet d'établissement, vous allez parler d'une action que vous avez, et vous allez suivre l'événement pendant un certain laps de temps. Deuxième règle, il faut un flux. Donc, vous ne pouvez pas poster une fois tous les 6 mois. Personne ne vous suivra. Il faut poster quotidiennement ou au moins 2-3 fois dans la semaine. Donc, et poster dès que vous êtes sur un sujet un peu technique, ça veut dire que vous avez 240 caractères, mais vous avez un travail phénoménal à faire avant pour collecter l'information, choisir la façon, c'est tout le travail de vulgarisation que fait Frédéric de façon remarquable, c'est choisir l'information, comment vous allez la présenter, comment vous allez la faire passer. Et puis la troisième règle, donc
une ligne éditoriale, un flux et puis du premium, c'est-à-dire apporter une connaissance que les autres n'ont pas. Et là, par contre, je trouve que pour les chefs d'établissement, pour les acteurs de l'éducation, on peut choisir une cible microscopique. Enfin, moi mon dada, c'est les stupes. C'est vraiment quelque chose de très, très pointu. Mais en fait, sur un truc très pointu, dans les réseaux sociaux, vous trouverez une communauté. Je sais pas, vous avez un jardin partagé où vous changez la cour de l'école pour avoir des nouvelles relations et vous regardez sur une semaine, plusieurs mois, comment les enfants évoluent à travers un nouvel environnement. Et vous allez trouver plein de gens qui vont être passionnés et vous allez créer comme ça une communauté qui va s'intéresser à votre projet. Et puis, ponctuellement, vous pouvez leur dire, mais je fais ça, mais on fait ça aussi. Ou on est intéressé par ça aussi, ou allez lire ça. Et donc, vous pouvez, comme ça, après, à partir de votre ligne éditoriale, faire découvrir et avoir un partage sur d'autres sujets. Pierre Van de Veck, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prévoir dans l'agenda des cadres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire des temps dédiés aux réseaux sociaux pour planifier, travailler, anticiper, programmer? Non, je ne pense pas qu'on puisse programmer, enfin en tout cas prévoir dans un agenda du temps. En général, c'est du temps qu'on prend sur nos temps libres, entre guillemets. On essaye de l'organiser dans des moments creux, d'autant plus que quand on doit faire une communication qui doit porter sur un réseau social comme Twitter, on ne le fait pas à n'importe quelle heure. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a des créneaux où les gens sont présents sur le réseau social et des moments où les gens ne sont pas. Donc si vous envoyez un tweet à 14h30 ou 15h, vous espérez toucher une communauté qui, elle, est déjà au travail, à mon avis, vous allez faire chou blanc. Donc, il va falloir viser. Donc, souvent, c'est en dehors de vos temps de travail. Et puis, ça reste, même si c'est dans l'objectif d'une communication institutionnelle que vous voulez mettre en place, ça reste quand même un temps supplémentaire que vous devez consacrer. Même si votre discours est d'essayer de porter quelque chose par rapport à votre profession et votre fonction de ce fait. Pour autant, voilà, on ne peut pas l'inscrire dans un agenda clairement. Et puis, il y a des moments, il faut garder un peu de spontanéité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie de communiquer quelque chose, de faire passer un message. Alors évidemment, il y a encore l'histoire du créneau, mais vous ne pouvez pas, entre guillemets, programmer. Il faut se garder ce petit côté un peu naturel des choses. Hein. C'est assez important parce que justement, sinon, si c'est trop travaillé, vous sortez du cadre du fameux forum que vous évoquiez. Et à quelles compétences des personnels de direction l'usage des réseaux sociaux peut-il être lié aujourd'hui? Alors, je ne parlerai pas de compétences liées à la personne, parce que finalement, lorsque vous occupez des fonctions institutionnelles, quelles qu'elles soient, de quelque niveau, vous êtes un communicant d'une certaine manière, parce que vous avez un message que vous portez. Alors, un message qui est sur votre ligne éditoriale, qui est peut-être une niche, comme évoqué Yann sur l'exemple d'une transformation d'une cour de récréation, par exemple un phénomène de végétalisation. Donc oui, effectivement, ça peut être une niche. Donc vous n'avez pas on va dire, non, je ne pense pas qu'on puisse se positionner de cette manière, en tout cas. Non, mais peut-être que les compétences peuvent influer sur les sujets relayés, du moins. Alors, après, vous pouvez avoir vos propres compétences et vous relayer effectivement des informations qui sont en lien direct avec vos compétences, mais vous pouvez aussi faire un pas de côté par rapport à vos propres compétences. Vous pouvez très bien effectivement être responsable d'un établissement, porter une équipe pédagogique, avoir un projet d'établissement, vous communiquez dessus, mais peut-être que votre appétence, elle est ailleurs. Peut-être que vous êtes plus passionné, par exemple, par une question de cuisine, et que vous créez finalement un lien social autour de cette thématique. Et rien n'empêche que cette appétence pour ce sujet puisse être aussi un projet pédagogique qui vienne derrière émerger. Frédéric Restagno, on n'a pas abordé tout à l'heure le sujet de YouTube. Vous parliez de faire de la vulgarisation scientifique. YouTube peut être un bon canal. Est-ce qu'aujourd'hui, YouTube doit être considéré comme un réseau social? Ah, ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi. C'est certain que YouTube est un excellent outil pour partager des vidéos, de la vulgarisation. Je fais ça de temps en temps. Ça demande des compétences autres, hein, je veux dire, mais que des collègues ont développé, donc c'est tout à fait possible. J'ai tendance à mettre ça un peu à l'extérieur des réseaux sociaux parce que l'interaction est quand même très indirecte et c'est quand même très descendant. Je veux dire, on produit une vidéo et on vous renvoie au mieux des commentaires. Et ça, dans tous les réseaux sociaux dont on a parlé précédemment, la communication est vraiment très symétrique, quoi. C'est rare que les gens se renvoient des vidéos sur YouTube.
Donc à partir de là, cette dissymétrie me fait dire que c'est peut-être un réseau social, si on change la définition du terme, mais pas tel que j'avais envie de le définir initialement. Alors justement, cette émission est diffusée sur YouTube et vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Opériscope. Ça me fait penser à une question que je voulais poser peut-être à Yann Biziou sur la question des haters et des trolls. Là, ce que vous disiez, on peut se prendre un flux de commentaires pas toujours facile à gérer. Comment on s'arme face à ça ? Il y a quelques règles. Alors la première règle, toujours peut-être rappeler ce qu'est un troll d'abord, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Un troll, c'est quelqu'un, vous postez quelque chose et c'est quelqu'un qui va vous harceler, en fait, d'une certaine façon, avec une série de messages, souvent injurieux. Il rentre pas dans le fond du débat, il va vraiment faire une critique très superficielle. Et le risque, c'est en fait de répondre à ce troll. La règle, elle est très claire, c'est don't feed the troll, ne nourrissez pas le troll. Donc, ne répondez jamais. Mais à côté, alors les trolls c'est pénible. Hein. Moi j'ai une politique très simple avec les trolls. Sur Twitter, on a cette faculté, je bloque. Dans les 10 secondes, généralement, il est bloqué et on n'en parle plus. Et il faut pas avoir de complexe là-dessus. Voilà. Mais peut-être plus que les trolls, ce qui peut être problématique, c'est les flux. C'est quand brusquement un sujet, et vous savez jamais pourquoi, quoi. Enfin, moi, il m'est arrivé de faire des tweets avec des centaines de milliers de vues, et vous vous demandez vraiment pourquoi brusquement les gens se sont intéressés à ça. Pour vous, c'était assez anodin, anecdotique, et là-dedans, vous allez avoir des réactions qui sont certes sympathiques ou d'enthousiasme. Vous avez aussi des gens qui vont vous critiquer votre projet, vous dire à quel point vous êtes idiot, nul, médiocre, je sais pas quoi. Et donc, il faut accepter aussi ça. C'est-à-dire, il faut accepter le fait que, à un moment donné, on donne une parole publique et on va recevoir un retour avec lequel il faut être capable de garder une certaine distance. C'est un réseau social, c'est virtuel. Donc, je dis toujours, les amis Facebook ne sont pas des amis. Ça peut être pourtant des gens avec qui on a beaucoup d'échanges. Hein. Là, tous les trois, on s'est quasiment, je crois, Pierre, on s'est jamais vus. Hein, oui, voilà. Mais par contre, on a beaucoup échangé, et professionnellement et autres. Donc, on peut nouer une relation très, très intéressante à travers les réseaux sociaux. Mais c'est pas la même chose. Et donc, il faut garder cette distance toujours. Et quand on prend des commentaires qui sont pas très amènes, il faut, voilà, il faut. Et moi, le conseil que je donne toujours, c'est dès que ça devient un petit peu polémique ou autre, laissez du temps. C'est-à-dire que le principe des réseaux, c'est l'instantanéité. Et là, il faut se contrôler. Et il faut surtout pas répondre. Et il faut donner du temps au temps. Attendre 2 heures, attendre 6 heures, attendre une journée avant de réagir. Et déjà ça permet d'apaiser les tensions qui ont pu être suscitées par le débat. C'est un peu comme dans la vraie vie, au final. On réagit pas trop à chaud, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Exactement. Alors, Raphaël Matta-Duvigneau, justement, sur cette question des trolls, des haters, des commentaires qui peuvent être parfois insultants, peut-on tout dire sur les réseaux sociaux, d'un point de vue législatif et juridique ? Alors, peut-on tout dire ? Oui et non. C'est une réponse qui va faire avancer le débat. La première chose à dire, c'est que grâce et par les réseaux sociaux, on peut décupler des principes et des libertés que l'on détient depuis un certain nombre d'années, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et la liberté de communiquer aussi ses opinions. C'est prévu, c'est protégé par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, par la Constitution. Donc, en réalité, dans un premier temps, les réseaux sociaux, Internet, de manière générale, les réseaux sociaux nous permettent d'exploiter et d'utiliser de manière décuplée et renforcée ces libertés. Donc, effectivement, dans un premier temps, on peut tout dire. Cependant, comme dans la vraie vie, comme dans la presse, comme pour les journalistes, comme pour le cinéma, la télévision, la radio, nous sommes tous soumis au respect de la loi pénale. Donc, de toute façon, il est évident qu'à partir du moment où nous tenons des propos qui sont des incitations à la haine raciale, qui sont du négationnisme, du révisionnisme, de l'incitation au suicide, de tout ce que l'on peut, des insultes, de la diffamation, injures publiques, ça tombe sous le coup de la loi pénale. Donc, que l'on soit simple citoyen lambda ou chef d'établissement ou universitaire, on est soumis au même régime.
Ça, c'était le deuxième temps. Le troisième temps, c'est que, en tant qu'agent public, nous sommes tous soumis à un certain nombre d'obligations déontologiques et d'obligations professionnelles. Sans faire un cours de droit de la fonction publique, on est tous soumis à des principes, l'obligation de réserve, la loyauté, et j'en oublie évidemment, mais discrétion professionnelle, secret professionnel. Donc, nous sommes aussi, par les réseaux sociaux, tenus par ces principes. Là où il va y avoir une distinction, ce sont les personnels qui relèvent de l'enseignement scolaire et les personnels qui relèvent de l'enseignement supérieur. Pour faire vite, les personnels de l'enseignement supérieur, en tout cas, quand je dis les personnels, les enseignants-chercheurs bénéficient d'un principe constitutionnel qui est le principe d'indépendance, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel, et surtout cette fameuse liberté académique qui nous permet de nous exprimer, j'ai envie de dire, librement sur nos sujets de spécialité, nos domaines de compétences, parce que justement, la parole libre permet de faire avancer la recherche. Bien. Cependant, il ne faut pas non plus se méprendre. Nos collègues, certains invoquent beaucoup la liberté académique, sauf qu'en réalité, nous sommes tous soumis aussi au même régime de liberté d'expression. J'ai envie de dire que les élus, les personnels politiques, les journalistes, les syndicalistes, eux ont une liberté de parole beaucoup plus libre que nous, simples enseignants-chercheurs. À côté, vous avez les personnels de l'enseignement scolaire qui, eux, sont soumis à un régime un petit peu plus restreint en matière de liberté d'expression, puisqu'ils ils sont insérés dans une hiérarchie beaucoup plus forte. Et dans ce cas-là, eux, alors on y reviendra peut-être plus tard, mais les obligations de réserve, l'obligation de loyauté, eux, sont beaucoup plus importantes. Alors, on va parler avec vous, Michel-Jean Labrousse, dans quelques instants. Je vais juste poursuivre sur ce sujet de peut-on tout dire. Est-ce que la personne qui possède un compte sur lequel est posté un commentaire injurieux, pouvant être pénalement répressible, doit-elle modérer absolument ce commentaire? Est-ce qu'elle peut être inquiétée si elle ne modère pas le contenu qui est déposé sur son propre compte? Alors, je vais botter en touche parce que en vous disant très clairement que je ne suis pas spécialiste du droit du numérique. Maintenant, ce que je peux essayer la manière dont je peux raisonner est la suivante. La jurisprudence, qu'elle soit judiciaire ou administrative, a par exemple condamné des personnes qui likaient des propos injurieux, des incitations à la haine raciale, parce que le juge va estimer que le fait de liker ou de repartager... C'est une marque de soutien. Une marque de soutien, une marque de complicité. Donc, on peut imaginer que si quelqu'un poste quelque chose d'injurieux sur mon mur et que je ne fais rien, on pourrait, je dis bien on pourrait, là je veux rester prudent, on pourrait imaginer que l'abstention correspond à une sorte de complicité ou d'adhésion. Mais là, je parle sous le contrôle éventuellement de mon collègue pénaliste qui pourrait éventuellement abonder. Mais voilà. Justement, on va peut-être l'interroger. Yann Biziou, si vous vouliez réagir à cette question. Il y a deux choses. Alors, je ne réagirai pas en juriste, mais en utilisateur de réseau. Il m'arrive, moi, voilà. Alors en plus, je vous dis, je suis très polémiste. J'exploite à fond notre indépendance et notre autonomie, qui, vous avez le raison, n'est pas la même que celle des journalistes. Et des politiques. On est un cran en dessous. Et moi, il m'arrive d'avoir, pas plus tard qu'il y a 48 heures, quelqu'un qui, je vais critiquer, je sais plus quoi. Et quelqu'un abonde dans mon sens, mais avec une série d'injures adressées à la personne dont je critiquais les propos sur Twitter. Et là, la première chose que j'ai fait, c'est de répondre en me disant, je suis désolé, mais sur mon fil, moi, je supporte pas les injures. Vous pouvez critiquer, je le fais, mais pas les injures. Donc, je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, un travail pédagogique à faire. C'est-à-dire apprendre à ceux qui vous suivent et qui apprécient vos propos, que même si on a un ton très polémique et j'en ai un sur mon fil, oui, mais il y a des limites. Je n'insulte pas les gens. Voilà, et j'aime pas qu'on les insulte sur mon fil. Et donc, je pense qu'indépendamment de la question juridique, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on a, c'est un dialogue. Donc, les gens nous lisent, ils apprécient, c'est aussi à nous de leur dire non, on se comporte pas comme ça, on le fait pas dans la rue, on le fait pas plus sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on a aussi un travail pédagogique à faire à travers nos comptes. Michel-Jean Labrousse, on va vous interroger vous sur la posture justement que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez libre de vous exprimer sur les réseaux sociaux, ou sinon quelles sont les limites que vous vous fixez ou que votre fonction vous fixe? Alors je peux tout à fait rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Le compte Twitter que j'utilise
je me positionne clairement comme chef d'établissement d'un établissement identifié. Alors la question de la liberté d'expression, de ce que je peux dire ou ne pas dire sur ce compte Twitter, évidemment, c'est une question que je me suis très vite posée. La discipline que je m'impose avant de publier quelque chose, je me pose 3 questions. La première question, c'est est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Est-ce que c'est original? Est-ce que ça correspond à ma ligne éditoriale? C'est la première question. La seconde question, puisque je me positionne comme représentant de l'État, c'est est-ce que c'est loyal envers mon employeur? En effet, j'imagine mal un chef d'établissement pas anonyme, j'imagine mal un chef d'établissement critiquer une personnalité politique en place, critiquer une réforme publiquement, alors que le lendemain matin, dans son établissement, il va devoir défendre cette réforme et la faire appliquer. Donc ça, c'est la première question, l'intérêt. La deuxième question, la loyauté. On ne doit pas mordre, dans les statuts de la fonction publique, on ne doit pas mordre la main qui nous nourrit, finalement. Et la troisième question que je me pose, c'est justement, est-ce que ça peut déclencher une polémique, des propos haineux, des réactions disproportionnées? Si à l'une de ces questions je réponds non, je m'abstiens, je ne publie rien. Voilà comment je fonctionne, et depuis 5-6 ans, utilisateur de Twitter, je n'ai jamais eu de difficulté à gérer mon compte en respectant ce cadre-là. J'imagine que c'est pareil pour la presse, par exemple. Eh bien, c'est la réflexion que je me suis faite en préparant l'émission. Finalement, je me comporte sur les réseaux sociaux comme je me comporte avec un journaliste qui me poserait des questions. Donc si vous deviez ressortir des points de vigilance particuliers sur votre usage des réseaux sociaux, ce seraient lesquels? Je vais reprendre les éléments que je viens de donner. Il ne faut pas que ce que je publie soit interprétable comme étant une remise en cause de l'institution scolaire. Un autre point de vigilance, l'humour. On sait tous que l'humour peut toucher les personnes différemment selon leur sensibilité. Donc si je souhaite faire un trait d'humour sur Twitter, je vais y réfléchir longuement. Voilà. Et le point de vigilance, ça revient à ce que vous disiez, il faut quand même aller voir son compte régulièrement pour éviter que s'installent des fils de discussion agressifs, haineux, insultants parfois. Donc je suis assez d'accord sur ce qui avait été dit précédemment. Ça prend du temps, les réseaux sociaux. Une question, si vous, demain, vous utilisez un compte personnel, pour le coup, alors vous utilisez Facebook, Facebook, oui. Ça, mais à titre personnel, oui. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, même les élèves de votre établissement puissent venir, tiens, on va voir l'avis du chef d'établissement en s'abonnant à son compte Facebook et essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on a vraiment le contrôle à 100%, même si on passe tout en privé, pour pouvoir éviter ce genre de fuite, entre guillemets? Alors, je suis un chef d'établissement un peu à l'ancienne, très investi dans la vie publique locale. Donc votre question, je la comprends tout à fait, et c'est mon quotidien. Sur mon compte Facebook, là encore, je prends énormément de pincettes avant de publier quoi que ce soit. J'essaye d'être, donc si je partage sur Facebook un avis sur une situation locale, j'essaye toujours de le faire avec modération, en ayant en tête qu'un professeur, qu'un élève, qu'un parent peut me lire. Donc, finalement, je m'accorde très peu de liberté. Je suis hyper vigilant sur ce que je diffuse sur les réseaux sociaux. Frédéric Restagno, est-ce que c'est pareil pour vous?
Malheureusement non. Je vais réagir. Je vais juste revenir sur cette idée de liberté académique qui peut paraître comme quelque chose d'extrêmement étrange quand on vient du monde secondaire, parce que les universitaires, on se drape dans cette espèce de liberté qui pourrait avoir l'air d'être totalement absolue. Mais je voudrais juste expliquer un tout petit peu d'où ça vient cette liberté académique, puisque il vient d'être dit, par exemple, qu'un chef d'établissement ne peut pas, à juste titre, critiquer les politiques publiques. Et la liberté académique, ça permet, par exemple, que si vous êtes économiste, vous faites un travail sur les politiques fiscales de ce pays, et que la conclusion de votre étude, c'est de dire que les politiques fiscales mises en place à un moment donné, elles conduisent à une inégale répartition des richesses et un accaparement de la richesse par un certain groupe de la population. Évidemment, si votre travail de recherche, c'est de dire ça, vous n'avez pas envie, et la communauté n'a pas envie que le pouvoir politique puisse censurer cette parole-là, qui est le résultat d'un travail de recherche. Néanmoins, moi, je suis physicien et j'ai aucune compétence en économie, et la liberté académique, elle ne me permet pas de donner mon avis sur n'importe quoi qui concerne un domaine dans lequel je n'ai aucune compétence académique reconnue. Ça, c'est vraiment très important. Je veux dire, il faut à la fois se battre pour défendre les compétences académiques, mais il faut bien avoir conscience, qu'il faut que les collègues universitaires du SUP, ils aient bien conscience que cette liberté-là que leur donne la communauté, elle ne leur permet pas de tout dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Voilà, il faut rester dans notre domaine de compétences. Donc, moi, j'essaye de le faire, pas toujours, mais néanmoins, je suis un citoyen, et comme citoyen, j'ai le droit de donner mon avis. Peut-être juste, je prends encore la parole un tout petit peu pour rappeler aussi une spécificité de la vie universitaire. Dans la vie universitaire, les gens sont élus. Les présidents d'université sont élus. Les doyens de faculté sont élus, etc. Et donc, en quelque sorte, nous vivons dans une espèce d'agora dans lequel nous-mêmes sommes responsables, d'une certaine manière, de notre propre destin. Et là, je pense que exercer son activité professionnelle de manière éthique et déontologique même, c'est de participer à ce débat public pour qu'on puisse collectivement établir les politiques de nos établissements. Et ça, c'est très différent de l'enseignement secondaire, qui est beaucoup plus descendant. Donc, évidemment, je pense que de ce fait, ma pratique, en tout cas, des réseaux sociaux, est forcément différente de ce qu'elle peut être pour un chef d'établissement, sans pour autant sortir de ce qui est la déontologie de mon propre métier. Pierre Van Novek, peut-être en réaction à ce qui vient d'être dit. Bon, c'est beaucoup de choses que l'on peut partager. La frontière, effectivement, enseignement supérieur, enseignement scolaire, elle est très marquée, on l'a entendu là. Ce qui est important aussi, c'est la notion du fameux devoir de réserve, qui des fois, pour certains responsables administratifs et autres, devient un droit de réserve, ce qui change la donne et qui change le comportement sur les réseaux sociaux, parce que finalement, ça peut refroidir les velléités de venir participer sur les forums, participer aux discussions, venir contribuer un petit peu au débat public aussi, et de venir partager sa propre expérience. Et puis, il y a la question de la loyauté, qui est un point vraiment important. Effectivement, il y a la loyauté par rapport à l'institution qui nous fait vivre finalement, et puis de la façon dont on doit déployer les réformes. Donc l'enjeu est ici, hein, pour nous, en tout cas dans les cadres de l'administration, c'est ce qui fait qu'on est sur cette difficulté. Et ça soulève la question aussi de l'usage des réseaux sociaux avec l'anonymat. Parce que finalement, l'enjeu est de se dire, lorsqu'on donne son nom, qu'on indique dans son profil quelle est sa fonction, on explique aux gens qui vous observent, qui vous suivent, d'où vous parlez, qu'est-ce que vous pouvez porter comme message. Est-ce que vous portez uniquement un message politique en étant, entre guillemets, le véhicule de communication de vos institutions, mais est-ce que vous décrivez d'autres choses? Et puis si vous utilisez l'anonymat, vous pensez peut-être avoir une autre liberté. En réalité, cette liberté n'existe pas parce que, d'une part, il y a des règles législatives, des règles strictes. Et puis, il y a derrière, c'est qu'en fait, l'anonymat n'existe pas. À un moment donné, par la façon dont vous vous exprimez, par votre expertise sur des sujets, parfois vous êtes sur des niches et on va finir par savoir qui vous êtes. Donc, l'anonymat va être perdu. Donc, c'est une erreur d'aller s'engager sur les réseaux sociaux en disant « je vais avancer masqué ». Et puis, à côté de ça, pourquoi pas avoir un réseau public avec ma position officielle.
les deux sphères vont se croiser et ça va être extrêmement compliqué à gérer. Donc non, il faut aller vers les réseaux sociaux, mais plutôt de manière affichée, clairement, et de dire, voilà, ma position est celle-ci, et dans mon expression, ben, je dois tenir compte de ma position et l'exprimer de cette manière. Raphaël Matta-Duvigneau, sur ce sujet de l'anonymat, quel est le cadre justement? Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que, en effet, l'anonymat n'existe pas, puisque de toute façon, on sait que techniquement, on peut retrouver, via les adresses IP, etc., on peut retrouver l'identité de la personne. Non, j'aimerais partager une anecdote qui relève de la jurisprudence administrative. Bon, il y a eu plusieurs fonctionnaires policiers, enseignants, mais aussi magistrats, qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. Suite à des tweets qui dépassaient le cadre de leurs obligations. Et tous avaient des comptes anonymes. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, il y a notamment un magistrat, donc il y a plusieurs années, qui a contesté cette sanction en disant « Mais mon compte était anonyme, on ne peut pas savoir que c'était moi. Donc on ne peut pas m'identifier en tant que magistrat, représentant de l'État, etc. » Le juge a répondu très clairement. Il a dit, premièrement, certes, vous êtes anonyme, mais on vous a retrouvé. Donc, on sait qui vous êtes. Et deuxièmement, puisque vous avez fait l'objet d'une sanction pour des propos que vous ne niez pas, ben, l'anonymat n'existe pas. Donc, même si on a un compte anonyme, il faut savoir que, quoi qu'il arrive, si vous tenez des propos qui méritent d'être sanctionnés, on ira vous retrouver. Parce que, en plus, les hébergeurs, les fournisseurs d'accès à Internet, ont l'obligation, en cas de crime ou délit, évidemment, ont l'obligation sur demande de la justice, de fournir les informations, nom, adresse, etc. Donc, voilà, in fine, il n'y a pas d'anonymat. Alors, en revanche, est-ce que l'usage d'un pseudonyme, par exemple, peut-il être utile pour un cadre de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire pour préserver sa vie privée sur un compte Facebook, Instagram, par exemple? Est-ce que ça, c'est... Ça, c'est possible. Je veux dire, il n'y a pas a priori, il n'y a pas utiliser un pseudonyme ne pose pas de difficulté. Par contre, il faut savoir que, même si, en utilisant le pseudonyme, vous dépassez le cadre de la loi, rebelote. Voilà. Peut-être prendre le nom d'un collègue qu'on n'aime pas. Exactement, ça c'est possible. Voilà. Non, utiliser un pseudonyme n'est pas non plus interdit. Donc, Frédéric Ressagno ? Oui, je voulais juste dire aux gens de faire attention à une chose aussi. Il y a une chose qui est très tentante quand on intervient sur les réseaux sociaux, c'est de dire mes propos n'engagent que moi, je n'engage pas mon institution, etc. Et je crois qu'à partir du moment, je parle sous le contrôle d'un juriste, mais moi je suis chercheur au CNRS, vous tapez mon nom dans un moteur de recherche et vous verrez tout de suite que je suis chercheur au CNRS. Et donc à partir de là, à partir du moment où je suis identifié comme tel, mes tweets engagent le CNRS. Et je veux dire, c'est bien le problème du devoir de réserve. Donc il faut vraiment se dire à chaque fois qu'on tweete quelque chose, en fait, j'engage quand même mon employeur. Qu'en est-il, Raphaël Matta-Duvigneau? Parce qu'on voyait beaucoup aussi chez les journalistes cette petite phrase à poser sur les profils Twitter. Est-ce que ça protège? Yann Bijou, peut-être. Alors, peut-être. Il a l'air de trépigner d'impatience. Ça, c'est un grand débat. Alors là encore, on va distinguer entre le secondaire et le supérieur, mais même pour le secondaire. Moi, sur ma timeline, j'ai beaucoup d'enseignants du secondaire. Et il y a deux types de comptes. Il y a ceux qui vont... Quand vous créez votre compte en votre nom. Vous avez le droit de vous exprimer en tant que citoyen. Si vous faites état de votre qualité d'enseignant, déjà un peu plus ambigu, puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas tout à fait de quelle place vous parlez. Alors, il y a ceux qui ont deux comptes. Pour la question de la représentation, oui, tous les personnels de l'enseignement secondaire représentent leur institution et ils parlent au nom de l'institution. Alors attention, parler au nom de l'institution, c'est pas non plus avoir un discours compassé. Moi, je suggère toujours, allez voir comment communique la police. Ils ont fait des progrès fantastiques dans leur communication et leur utilisation des réseaux sociaux. Je peux ne pas partager leur point de vue, mais c'est très bien fait. Et ils ont à la fois un discours qui est un discours institutionnel et un discours familier, un discours de réseau social, mais où ils expriment le point de vue d'une institution. Et c'est très pédagogique. Si vous voulez savoir vous-même comment faire, regardez comment font les comptes de la police. C'est très, très bien fait. Après, pour nous, enseignants-chercheurs ou chercheurs,
La situation est un petit peu plus différente puisque en réalité, et là-dessus on a de la jurisprudence, nous avons le droit de nous exprimer et nous ne représentons pas notre institution. Donc nous avons le droit de faire état de notre qualité, d'enseignant-chercheur pour moi, de CNRS pour toi, et tu n'engages pas la parole du CNRS, Frédéric, tu peux être rassuré. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Yann Bizou, sur la police et la gendarmerie. Aujourd'hui, ces institutions ont recours à des community managers, ce qui n'est pas forcément à la portée des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Comment on fait quand on est livré à soi-même, en fait? Moi, je suis pas fan des community managers parce qu'un community manager, bon, oui, ça vous gère un compte, mais ça gère un compte pour vous. Et là, on va se heurter à ce que soulignait Pierre au début de notre conversation, c'est que il y a un ton. On va venir vous lire aussi pour votre ton, pour votre style, pour la façon dont vous abordez les choses. Donc, moi, je crois beaucoup. Et j'ai envie, hein, moi, que les acteurs, notamment de l'enseignement secondaire, s'impliquent plus dans les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, prenez un sujet qui vous plaît. Il avait raison de parler de cuisine, ou je sais pas, moi, vous trouvez que votre lycée est beau, ou votre collège, il y a un truc qui est chouette. Partez de là. Partez de là et puis vous allez apprendre. Vous allez apprendre à vous exprimer sur les réseaux sociaux, à faire la photo, à poster la photo à telle heure du jour ou de la nuit ou je ne sais pas quoi. Enfin, et petit à petit, votre compte, il va vivre. Alors au début, vous aurez 15 abonnés, hein, comme moi. Et puis, ben, un jour, tiens, vous allez poster un truc qui pour vous est anodin et puis en fait, ça va intéresser des gens. Et vous allez petit à petit construire quelque chose. C'est pas, enfin, la notoriété, la visibilité sur les réseaux sociaux, on la recherche, mais elle n'est pas instantanée. Donc c'est progressif et il faut y aller. Et je pense que l'éducation a beaucoup à faire et que vous êtes beaucoup plus efficace en vous exprimant avec sincérité, comme le disait Pierre, avec vos défauts, vos qualités. Et on vous pardonnera de vos défauts parce qu'on apprécie vos qualités. Michel-Jean Labrousse, elle est là, la clé, partager une information 100% positive? Alors, je me garderai bien de faire la leçon à l'ensemble des utilisateurs de Twitter. Écoutez, moi, c'est ma position, c'est la ligne que je défends. Alors, vous avez lu dans mes pensées parce que j'étais en train de me dire qu'une des motivations pour les cadres de l'éducation nationale, mais aussi pour tous les personnels de l'éducation nationale, une des motivations à utiliser les réseaux sociaux, c'est peut-être d'allumer des contre-feux. Nous sommes une institution qui est quand même régulièrement attaquée, diffamée, critiquée, qui aime bien châtie bien, me direz-vous, sur les réseaux sociaux. Et il est difficile parfois de résister à l'envie de rétablir certaines vérités. Il est difficile de résister à l'envie de faire la promotion d'une institution que, à titre personnel, je chéris et donc que je défends becs et ongles. L'éducation nationale, c'est un système, il n'est pas parfait, mais quand on y est depuis 25 ans, on a la conviction, puisqu'on y reste, que c'est une belle institution. Donc on a envie de la défendre sur les réseaux sociaux, on a envie de faire la promotion des jolies choses, des choses qui fonctionnent dans l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Et, alors je suis peut-être le Candide de l'Assemblée, hein, mais aujourd'hui, moi, c'est vraiment ma ligne directrice, défendre l'institution scolaire, en faire la promotion. Voilà. Je reviens à cette idée de loyauté. La loyauté, c'est aussi défendre son équipe. Bon, nous arrivons déjà à la fin de cette heure de débat. C'est passé extrêmement vite. Pierre Van de Weck, peut-être une synthèse de cette heure et peut-être un message. Est-ce qu'aujourd'hui, le but, c'est que l'ensemble des personnels s'emparent des réseaux sociaux ou plutôt qu'ils en fassent tous un usage raisonné? Je pense qu'il faut lever la crainte de l'usage des réseaux sociaux. On a une image parfois un peu négative des réseaux sociaux parce qu'il y a le pire aussi sur les réseaux sociaux, avec des conséquences qui sont parfois très lourdes. Hein. On parle du harcèlement scolaire, etc. Et les réseaux sociaux, malheureusement, y contribuent. Mais ce n'est pas que ça, les réseaux sociaux. Et c'est là où les institutions et les cadres des institutions ont tout intérêt à être présents. C'est justement faire la démonstration par leur activité, par leur action, leur façon de
de diffuser finalement de l'information que les réseaux sociaux, c'est autre chose. On retrouve finalement sur les réseaux sociaux des polémiques qu'on a pu connaître à une époque avec les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'un public qui est extrêmement craintif, on pourrait même remonter beaucoup plus loin, on pourrait aller à l'arrivée de l'imprimerie avec Gutenberg, où c'était le diable. Et finalement, aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu Gutenberg. Et donc, il y a eu les jeux vidéo avec toutes les critiques derrière. Et aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Il y a les volets négatifs, mais il y a tout ce qui est de positif des réseaux sociaux. Ce qu'on disait, le partage de l'information, le débat, parfois houleux, mais débat quand même. Finalement, une liberté de ton aussi, avec une certaine forme de partage, on va dire, réellement. Et on est tous en recherche de cela. Et je pense que nos institutions ont tout intérêt à être présentes, que les cadres des institutions, mais aussi les personnels de l'éducation nationale, comme de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur position au sein des institutions, ont tout intérêt à être présentes. À la fois pour faire savoir, pour diffuser de l'information, pour participer à ces débats, pas être absent finalement. Parce que si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne participez pas au débat et vous laissez les autres des fois prendre votre place. Et donc vous devez être là. Et puis pour les cadres, parce qu'ils peuvent avoir cette résistance en disant finalement laissons les politiques s'exprimer et puis nous on reste bien à l'abri parce que de toute façon on est là pour mettre en œuvre les politiques. Pourtant leur place doit être sur les réseaux sociaux et j'espère, mais on verra ce que ça donne. Mais il y a une incitation qui est faite de manière un petit peu masquée aujourd'hui. Il y a un très bon document du Conseil d'État qui a été publié l'an dernier où, dans les conclusions, on dit aux institutionnels, allez sur les réseaux sociaux, prenez votre place, participez au dialogue. Et finalement, moi, je ne peux qu'encourager. Et ce qu'on a entendu là aujourd'hui, finalement, ce n'est que du positif. Et c'est de dire, oui, allez sur les réseaux sociaux, n'ayez pas de crainte. Construisez votre parcours, effectivement, comme l'a dit avec justesse Yann, ça prend du temps. Il faut accepter d'être tout petit, un tout petit nombre de suiveurs, et progressivement, ça va croître. Et puis de trouver une ligne qui va plaire à un certain public, même si on reste dans une bulle, c'est pas très grave. Mais soyons présents, oui, il faut y aller. Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous 5 pour ce débat riche. On aurait pu tenir 2 heures sans problème. Pas de minute juriste aujourd'hui, Raphaël Matta-Duvigneau étant avec nous en plateau, mais on aura le plaisir de le retrouver peut-être la saison prochaine. En attendant, on va trouver Sylvaine Paul qui vous présente comme chaque numéro la Minute Bibli avec le point ressources. Merci Marc-Antoine, merci messieurs. Bonjour à toutes et tous, merci d'être encore parmi nous pour la dernière de la saison. Je remercie les intervenants du jour pour les conseils qu'ils m'ont donnés pour le choix des ressources que je vous propose aujourd'hui. Vous trouverez bien entendu, comme chaque fois, ces références en détail sur la page du replay de cette émission consacrée à l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La première référence que je vous propose, c'est le guide du devoir de réserve et de la liberté d'expression des agents publics. Il a été question du devoir de réserve au cours de l'émission, et de la liberté d'expression, bien entendu. Dans ce guide, publié notamment sur le site du collectif Nos services publics, vous trouverez toutes les informations en détail sur les obligations et droits d'expression des agents publics. La ressource suivante est à votre disposition sur le site education.gouv.fr et a été publiée suite à une réflexion menée par le Collège de déontologie de l'éducation nationale en juillet 2021. Il s'agit de « Déontologie et utilisation des réseaux sociaux numériques dans l'éducation nationale », avis numéro 2021-002 du 8 juillet 2021. Y sont posées les questions des nouvelles formes de communication via les réseaux sociaux, ainsi que celles, là aussi, de la question de l'équilibre entre le droit d'expression et le devoir de réserve ou de discrétion. Un incontournable sur ce sujet, c'est l'ouvrage d'Emmanuel Aubin paru en 2019 chez Gualino, La déontologie dans la fonction publique. Prévu pour les personnes qui préparent les concours, il est bien entendu recommandé à tous. Restons sur les aspects juridiques avec le numéro 9 de septembre 2022 de la collection IAJ, Informations administratives et juridiques, qui aborde en profondeur la question des réseaux sociaux et les obligations déontologiques. On pourra également consulter le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale en octobre 2020. Les usages pédagogiques du numérique au service de la réussite des élèves, qui est plus axé sur la période de la pandémie de mars à juin 2020. Sur le site Vie publique, on trouvera une réflexion et des données sur l'usage des réseaux sociaux, avec notamment le classement des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, ainsi qu'un lien vers l'étude annuelle 2022 du Conseil d'État sur le sujet,
et qui formule 17 propositions concrètes pour permettre, je cite, le rééquilibrage des forces en faveur des utilisateurs, armer la puissance publique dans son rôle de régulateur et également penser à demain. Dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, on vous conseille la lecture d'un article publié en 2023 de Claire Placial, chercheuse, sur la page Langue de feu du portail Hypothèse. Ce billet s'intitule « Twitter et la recherche, propos en vrac sur les heures et malheurs d'une chercheuse sur les réseaux sociaux ». Elle y explique, suite à une provocation d'un troll, ce que nous, le nous étant les chercheurs qui tweetent, faisons là. Pourquoi nous y sommes, ce que nous faisons là, qu'est-ce que nous voulons y faire. Un autre article relatant de mauvaises expériences sur les réseaux sociaux, publié sur le site de France Info. Enquête, troubles de l'apprentissage. Quand des enseignants se moquent sur les réseaux sociaux des élèves en difficulté. On constate la violence de certains de ces tweets qui s'attaquent à l'inclusion scolaire. D'autres articles méritent également d'être lus, parmi beaucoup d'autres bien sûr. Difficile d'être exhaustif sur un tel sujet. Dans Le Monde de février 2014, Sylvain Deville, chercheur, s'interrogeait sur le manque d'implication des chercheurs français sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Twitter, en comparaison avec leurs homologues anglophones. La situation a bien évolué depuis, comme vous avez pu l'entendre de la bouche de nos chercheurs invités. Monsieur Restagno m'a transmis aussi un article paru dans une revue internationale à comité de lecture qui sera mis à votre disposition avec les références Malik et al., International Journal of Educational Technology in Higher Education. Cet article a été publié en 2019 et est en anglais. Il constitue une revue de littérature sur l'usage de Twitter en contexte éducatif. Son titre, Use of Twitter Across Educational Settings, a Review of the Literature. Dans cet article, je vous lis le résumé, We present findings from a review of 103 peer-reviewed scientific studies published over the last decade, from 2007 to 2017, that address the use of Twitter for educational purposes across formal and informal settings. Le sujet du numérique est une préoccupation du ministère de la Transformation publique. C'est un secteur d'avenir dans le privé comme dans le public. En moyenne, 500 opportunités sont ouvertes en permanence dans le domaine du numérique au sein de l'État. La Direction interministérielle du numérique, la DINUM, à travers la mission Talent, ambitionne de développer ces métiers dans toutes les administrations. Voilà qui termine cette rubrique ressources et références. D'autres articles seront cités sur la page replay en complément pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette émission, ou sur le point ressources en particulier, n'hésitez pas à m'écrire sylvaine.paul@education.gouv.fr par courriel, ou vous pouvez aussi nous contacter via le hashtag au Périscope. Ben voilà, c'était la dernière chronique Bibli de cette année scolaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver le deuxième mardi d'octobre de midi à 13h pour la diffusion de la première de la saison 2023-2024. En attendant, je vous adresse un immense merci pour votre intérêt et votre fidélité. Je me permets de vous souhaiter d'excellentes vacances, celles auxquelles vous aspirez, qu'elles soient reposantes et vous permettent de reprendre en pleine forme. Je remercie également toutes les équipes qui m'ont accompagné au cours de cette saison, l'équipe audiovisuelle, l'équipe site et communication et tous les invités qui ont participé à toutes les émissions de l'année. Marc-Antoine, chers invités, un grand merci à vous aussi et n'oubliez pas de vous déconnecter de temps en temps, ou pas. Bon repos, bonnes vacances à venir et à très bientôt. Merci beaucoup Sylvaine pour cette dernière chronique de l'année. Merci encore à nos 5 intervenants du jour sur cette thématique très intéressante des réseaux sociaux. C'était la dernière émission au Périscope de cette saison. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à partir du mois d'octobre. Passez un bel été et à très bientôt.